Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver encore sur le plateau de LCF et sur les ondes de City FM 89.9 MHz partout dans la région maritime et aussi dans les plateaux. Merci à nos amis qui nous suivent depuis le monde, depuis l'Europe et partout dans le monde entier grâce au www.lcftogo.com. Ce matin encore on se retrouve pour un nouveau numéro et ce matin nous recevons pour vous Basile Agbo, il est le du journal Akekle le Scorpion. Bonjour Basile. Bonjour Junior, bonjour amis téléspectateurs de LCF et de City FM auditeurs. Basile Agbo sera rejoint très bientôt par Carlos Ketoru et avec eux on va essayer de parcourir l'actualité de ces dernières heures chez nous ici au Togo. Dans la seconde partie, nous recevons M. Gérald Akoumé. Il est le porte-parole du Parti des démocrates. Avant tout, mesdames et messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce lundi 7 novembre, nous devons parler du journal Togo Matin. Togo Matin, le titre de Corona qui titre à sa une. Diplomatie Togo-Iran, le dynamisme togolais ne faiblit pas. Politique parti des Togolais, la lutte reste échangée avec Oussa Alberto. Économie, Afrexim Bank a nommé un B2B et d'importantes opportunités des financements dossiers. Millennium Challenge Corporation, processus et avantages pour le Togo. Dans les kiosques également ce lundi, nous avons le journal Forum de la semaine de Dimas Dikodo. Forum qui titre les forces armées togolaises en deuil. Un casque bleu togolais tué dans l'attaque de son convoi au Mali. Tchévier Boulomou foncier, plus de 245 hectares objet de litige entre acquéreurs méconnus et 3 collectivités. Sébastien Javon relaxé et libéré. Les Béninois, unanimement fiers de leur justice, dénoncent un complot grossier truffé d'amateurisme et d'incompétence notoire. Toujours dans la classe ce matin, nous avons le journal Le correcteur de Honoré Adontu. Le journal titre insécurité financière généralisée dans les banques et compagnies d'assurance. Un chauffeur de la BTCI prend la fuite avec 65 millions bénéficiaires de la FC par un scandale financier. Quand la misère et l'indiscipline côtoient au sein des FAT, un militaire tire à bout portant sur son challenger après avoir perdu un jeu de hasard. Torturé au Camphire et à la gendarmerie 7 mois après le procès d'Abuja, le militant de l'ANC Kofi AMDP, sur le point de perdre la vue, réclame ses 20 millions de dédommagement. Et enfin, dans les classes sur le journal Liberté, le quotidien privé de AMDP, Médard titre à sa une probable remaniement du gouvernement, les consultations discrètes lancées, les jeux de couloir aussi. Palimé, la mairie privée de courant pour cause d'impayé. Palimé, la mairie privée de courant pour cause d'impayé. Interview de Nathaniel Olympio. Si nous prenons le changement, il doit commencer par nous. Grand reportage Boasso Djogbeji de la boue à l'eau potable. Et bien, c'est tout pour la une des journaux de ce lundi. Jingle est derrière nos invités. Retour ensuite avec nos deux invités, Carlos Ketoru du journal des Modestes Référés. Bonjour Carlos. Bonjour Junior, bonjour chers téléspectateurs. Alors on va démarrer par le retour de Maître Dodji Apevon à Lomé. Il n'était pas au pays quand les fédérations du parti se sont réunies pour l'évincer de la tête du parti. Lui c'est Maître Dodji Apevon. Il est l'ex-président donc du CAR, le désormais ex-président du CAR, a regagné le pays après plus de 2 semaines passées à l'étranger. Il a été accueilli hier par ses sympathisants et militants qui avaient un seul message à la bouche. Maître Apevon, créez votre propre parti. Vas-y Labo. Oui, merci Junior. Depuis l'étape de l'affaire du CAR, c'est un malaise pour nous qui connaissons un peu le parti et qui connaissons les deux acteurs en présence, c'est-à-dire que Maître Agboiwa, Maître Apevon. Au jour d'aujourd'hui, l'allure que prend cette affaire jusqu'au niveau où Maître Apevon a été donc évincé de la tête du parti et jusqu'à ce qu'il y ait une scission désormais entre les militants du parti, je crois que ça met mal à l'aise tout le monde, toute personne qui a une idée du paysage politique togolais. C'est malheureux. Et que les gens crient aujourd'hui que Maître Apevon crée son parti, moi j'ai toujours dit que ce n'est pas la solution.
Parce que le problème togolais aujourd'hui, ce n'est pas la floraison de partis politiques qui résout le problème. Et maintenant, même au sein du CAR, je crois qu'il y a une traversée de désert et qui ne laisse personne indifférent et qui ne fait pas aujourd'hui le bon jeu ni à Maître Agboibo ni à Pévon. Donc je me dis que si ils ont franchi le Rubicon jusqu'à arriver à ce niveau où il y a cette scission et où on ne peut plus racoler, n'est-ce pas, les morceaux, je crois que c'est une défaite. C'est une défaite et pour Maître Agboibo et pour Maître Pévon. Alors moi je me dis, ce n'est pas en créant un parti qu'on règle le problème. On aurait pu éviter, s'entendre sur l'affaire et savoir comment est-ce qu'on peut gérer cette affaire-là. Mais la création de partis, je crois, ça ne règle pas le problème de Maître Pévon ni du CAR. Oui. Carlos Keto, on a vu les militaires, c'est par exemple, certains militaires et sympathisants du CAR demandent aujourd'hui à Maître Dodji Pévon de créer son propre parti. Doit-il franchir le pas? Oui, et il doit normalement franchir le pas parce que si nous avons pu suivre un peu l'évolution de la situation, de la crise au sein du CAR, avec ces différents rebondissements, avec les responsabilités partagées au niveau des deux acteurs, Maître Agboibo et Maître Pévon, avec parfois une bonne dose d'irresponsabilité, si je peux l'appeler ainsi, de ces deux acteurs qui n'ont pas pu s'entendre pour sauver ce grand parti qu'est le CAR, c'est qu'aujourd'hui le CAR va recevoir un coup dur. C'est un vrai coup dur que ce parti va recevoir parce que quand Maître Agboibo va créer son parti, cela ne va naturellement pas arranger ce parti. Maître Agboibo qui va conserver même le CAR ne pourra pas avoir les coups de frein pour pouvoir faire prospérer ce parti comme il était avant. Donc c'est une crise qui vient un peu exacerber et les différentes formes de gestion approximative que nous connaissons au sein de nos partis politiques, et notamment au Togo ou bien sous les tropiques en Afrique, parce qu'on pense que quand on est à la tête d'un parti, c'est nous qui avons créé ce parti, donc nous devons rester à la tête de ce parti jusqu'à peut-être l'éternité, ce qui n'est pas normal. Il faudrait toujours organiser une transition et il faudrait préparer cette alternance-là. Quand Maître Yavi Agboibo, à des moments donnés, on sait que Maître Agboibo était son plus fidèle disciple. Quand vous voyez aujourd'hui, je l'ai toujours dit, la signature de Maître Agboibo, il est identique à la signature de Maître Agboibo. Il était tellement fidèle à ce monsieur qu'il ne jurait que par lui. À un moment donné, quand Maître Yavi Agboibo avait commencé par s'engager dans des dérives qui sont reprochables, et nous, une partie de la presse, nous avions commencé par dénoncer, je vous jure, je vous assure que Maître Agboibo nous a gardé rancune. Il ne décrochait même plus notre coup de fil. Parce que tout simplement, on s'attaquait à son mentor. Vous voyez un peu. Ça veut dire que Maître Agboibo est allé jusqu'à faire de Maître Agboibo un gourou qu'il adorait. Mais aujourd'hui, il a avalé beaucoup de couleuvres. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient, des choses qui ont fait partie même des ténors de ce parti. Notamment Maître Gaoun Ego, qui est parti. On sait dans quelles conditions il est parti. Bonnet, il est parti, Henri Bonnet. On sait comment. Ce monsieur a investi dans ce parti et il est parti. Il y a Afan Oumadji et lui aussi il est parti. Il y a Aïdam Georges qui est devenu le vice-président d'un parti au pouvoir, le parti que le CAR combattait. Vous voyez, quand on est à la tête d'un parti et on voit de ces désertions, je crois qu'on doit revenir, se remettre en cause et chercher à trouver des formules qu'il faut pour un peu rallier, replater les fissures. Mais Maître Agboibo n'a pas su faire cela. On ne connaît pas ses objectifs. C'est vrai qu'il a su suffisamment profiter de ce parti, tant sur le plan politique, tant sur le plan économique. Nous connaissons des acteurs économiques, des hommes d'affaires qui aujourd'hui disent avoir été foulés par Maître Yavi Agboibo parce qu'à des moments donnés, il leur demandait investissez dans mon parti, mettez des millions, quand j'aurai le pouvoir, vous allez avoir des marchés, vous allez avoir telle position. Des gens ont versé des millions. Mais c'est la naïveté aussi, c'est la naïveté. Je ne veux pas dire la naïveté, mais c'est les affaires. Vous savez, quand vous êtes un homme d'affaires et que quelqu'un aspire à un pouvoir politique, la personne est crédible, la personne a la popularité. Vous imaginez, Agboibo, à un moment donné, il a eu 36 députés à l'Assemblée nationale. En 1994, ce n'est pas rien. Donc, ces hommes d'affaires avaient confiance avec Agboibo, ils ont investi, ils ont mis beaucoup d'argent. Cet argent, Agboibo a utilisé pour un peu faire asseoir le parti, pour rassembler, mobiliser des militants et tout ça là.
Bon, aujourd'hui, ces gens-là se sont sentis floués et se disent que Maître Agbouebo en a fait son affaire personnelle. Bon, Maître Agbouebo est en train de partir. On crie, créer son parti, créer son parti. Pourquoi il n'a pas encore créé son parti? Il n'a qu'à créer le parti pour qu'on voie qui est plus populaire que l'autre. Parce qu'en matière politique, c'est la popularité qui compte. C'est le grand nombre de personnes qui adhèrent à votre parti, qui adhèrent à votre idéologie qui compte. Donc on attend dans les prochains jours de voir le parti de Maître Agbouebo et de voir l'évolution de la situation au niveau de ce bras de fer qui est né entre Yaovi Agbouebo et qui a trouvé son dénouement le 22 octobre dernier lors de la rencontre organisée par les fédérations du parti qui ont donc mis sur pied un bureau ad hoc pour gérer les affaires courantes en attendant d'aller au congrès dans 2 mois. Alors, dans son intervention hier, Maître Dodji Agbouebo a dit avoir pris acte de la décision prise par les fédérations en son absence et veut poursuivre la réflexion dans les jours à venir avant de prendre une décision. Alors, pensez-vous qu'il doit agir vite parce qu'on sait que les législatives, c'est dans moins de 2 ans. Oui, de toutes les façons, c'est vrai, et Maître Agbouebo doit agir vite. Vous savez, au Togo, pour peu que vous disparaissiez un peu de la scène politique, vite vous êtes oublié. Et donc, comme vous êtes en train de le proposer, il doit faire vite pour savoir quoi faire. Est-ce qu'il faut encore demeurer? Puisque la dernière fois, il n'a pas été exclu du cas, il paraît qu'on le conserve comme membre d'honneur du parti, avant qu'on lui ait retiré donc le tablier de président. Et donc, ou alors, il reste comme comme on le lui a concédé, n'est-ce pas, militant du CAR, et donc va savoir comment maintenant jouer son rôle d'ancien président du CAR, ou alors, comme les militants sont en train peut-être de lui demander de créer son parti politique. Mais je me dis, enfin, à mon humble avis, que la solution n'est pas à ce niveau là-bas. Si je veux encore m'approfondir un peu là, c'est parce que le CAR n'a pas su analyser la crise qui couvait au sein du CAR. Ce n'est pas à l'arrivée de Maître Agbouebo que le CAR a commencé par avoir des problèmes. Le CAR est victime de la togolité. C'est-à-dire qu'il aurait suffi que toi, un leader politique d'un parti d'opposition, tu commences un peu par rapprocher le parti au pouvoir et que ton parti reçoit un coup terrible. Parce que Maître Agbouebo est allé à la primature et sans donc être accompagné par l'UFC à l'époque. Et c'est juste à partir de ce moment que le CAR a reçu un coup. Et on a voulu voir... Sa défaite à législative avec oui, voilà. Et on a voulu voir en cette défaite la présidence de Maître Agbouebo. Or, le problème n'était pas là-bas. Donc, vous voyez, il faudrait qu'on ait eu le temps d'approfondir la réflexion, savoir qu'est-ce qui nous arrive. De 36 députés, nous sommes arrivés à 3. Qu'est-ce qui nous arrive? Et ne pas faire porter le chapeau à Maître Agbouebo au jour d'aujourd'hui. Et donc, je me dis que Maître Agbouebo, c'est vrai, il doit faire une longue réflexion pour savoir une longue mais rapide réflexion pour savoir quelle position il faut prendre au jour d'aujourd'hui, mais à mon humble avis, je ne lui conseille pas de créer un nouveau parti. On le voit, c'est le CAR qui va sortir affaibli, parce qu'on se rappelle que Maître Agbouebo a été élu député du CAR à Lomé, contrairement enfin, il a laissé sa préfecture d'origine Vaud, où il était populaire, il a choisi Lomé. Alors, si Agbouebo venait à créer son parti, et du coup, ça va agir sur la popularité du CAR dans le Vaud, puisque les gens de Vaud vont dire, écoutez, notre fils a son parti, et du coup, des gens qui se rallient à la cause du CAR risquent de se retourner derrière Agbouebo, et ça va encore diminuer la popularité du CAR. Oui, c'est une situation de clivage trouvée depuis très longtemps où il y avait les membres du CAR option Agbouebo qui étaient basés dans le Yoton, et d'autres membres du CAR option Agbouebo qui étaient basés dans le Vaud. Entre-temps, Jean Kissi est venu redistribuer les cartes parce qu'il est arrivé lui aussi à s'imposer pour prendre une partie des militants de Vaud au niveau de Maître Agbouebo. Et encore plus, il faut se dire que Maître Yaovi Agbouebo n'a pas su gérer la période où il a été nommé Premier ministre du Togo. Parce que quand vous êtes dans un parti politique et vous aspirez au pouvoir, à un moment donné, vous avez une partie du pouvoir, il faudrait que les militants se reconnaissent d'abord dans votre position et les militants en tirent profit. Beaucoup de ceux qui croyaient à Maître Yaovi Agbouebo et pensaient que ce monsieur, lorsqu'il aura le pouvoir un jour, ça va être un soulagement du moins pour les plus proches, mais ont été déchantés, totalement été déçus. Parce que quand Maître Yaovi Agbouebo était arrivé à la primature, il disait que nous, c'est pour organiser les élections législatives, c'est notre mandat. Nous, on ne pouvait rien faire. Des gens sont venus demander du boulot. Même la petite voie de 6 km qui rallie ATP à chez lui à Couvé n'a jamais été
du moins racler. Je ne veux pas parler de bikini. C'est pas son boulot. C'est pas son boulot. Il est Premier ministre. Responsabilité. Ce n'est pas parce qu'on est Premier ministre qu'on doit profiter pour goudronner la voie qui oui, quand on est Premier ministre, on peut à la limite chercher les projets, mais c'est pas normal. On a des opportunités. Vous savez, quand on nomme quelqu'un ministre, très souvent, dans le fonctionnement politique, c'est qu'on te donne les moyens de pouvoir aussi changer quelque chose dans ta localité. Parce qu'on a vu, Abbé, par exemple, il y a un ministre, je vais citer son nom, quand il était le ministre, la voie qui mène chez lui a été goudronnée dans les deux sens, et c'est bien électrifié, et le reste du quartier est resté. Et les chefs du quartier ne sont pas d'accord. Oui, au moins il aura fait un pas. Mais moi je me dis, c'est-à-dire que 6 km entre ARP et Couvé, je pense que ça valait la peine pour qu'on puisse le faire. Même s'il ne peut pas le faire, il peut l'introduire en tant que Premier ministre dans le programme de la restauration des voies, de tout cela. Il pouvait le faire. Ça, ce n'est qu'un exemple. Mais il y a tant d'autres exemples où les gens qui ont approché M. Agboba n'ont pas été dessus. Et c'est la débandade qui avait commencé. Certains qui aspiraient à des postes, certains à qui on avait fait des promesses, certains qui avaient investi, qui avaient mis de l'argent. Parce qu'un beau jour, ils pourront peut-être récolter la chose, n'ont pas pu s'en sortir. C'est ce qui a créé ce clivage-là. Et cela pose également la problématique de l'intérêt patriotique que les gens ont au sein des partis. On ne va pas dans un parti parce qu'on a des intérêts juste pour sa petite famille ou pour son petit milieu, mais parce qu'on veut faire évoluer une certaine idéologie à long terme pour l'unité nationale, pour le développement national. Parce qu'on a une vision pour le pays. Une vision pour le pays. Donc on est engagé en politique parce qu'on sait que dans le pays, il y a des choses qui ne vont pas et on va contribuer à changer ces choses-là. Par exemple, l'ANC qui incarne peut-être l'alternance d'autres partis qui veulent qu'on fasse ceci. Mais si vous allez dans un parti politique ou vous créez un parti, parce que tout simplement, vous voulez accéder à une partie de pouvoir pour votre simple aisance et tout ça là, je pense que le débat est faussé. Merci Carlos. De ne pas pouvoir Merci Carlos, on va évoluer, on part au Bénin, direction Bénin. Bénin, l'affaire a fait grand bruit au Bénin et au-delà des frontières béninoises. Les réseaux sociaux étaient agités, inondés 8 jours durant. Et à la fin, un dénouement heureux. Sébastien Germain Aïkoué à Javon est relâché pour insuffisance de preuves et au bénéfice du doute. Basile Agbo. L'affaire de drogue, l'affaire de cocaïne, 18 kg de cocaïne trouvée dans un conteneur destiné à la société commune Kadjaf appartenant à Sébastien Germain Aïkoué à Javon. Oui, merci Junior. Quand cette affaire a commencé par susciter, par faire grand bruit au Bénin jusqu'au Togo, parce que les médias togolais s'en sont vraiment servis. Alors, ma question était de savoir, mais au juste, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est allé au fond, qu'on a voulu un peu en savoir, on nous a fait croire que c'est peut-être un problème politique et entre lui et le nouveau président, enfin le Talon, et que lui, il lui en voulait. Et c'est pourquoi on aurait mis des choses dans ces affaires, etc., etc. Et après, bric-à-brac, on va de conférences de presse en déclaration et autres, là, on va d'une arrestation et autres, et après, le vendredi, on nous dit que il a été relâché. Alors, il y a du flou autour de cette affaire-là. Parce que, quand est-ce que ça a commencé? Comment ça a commencé? À qui profitait le fait de faire arrêter ou bien de faire dire que à Javon a mis de la drogue dans ses affaires. Et il a aussi prôné, il a aussi crié qu'il n'en est pour rien, et il est innocent dans cette affaire, etc., etc. Et pourtant, l'affaire a continué par faire grand bruit. On dit qu'il a été relâché le vendredi, mais je ne crois pas que l'affaire s'est tue, parce que les réseaux... Non, c'est le relâche pur, il a été relâché pour suffisance de preuves et aussi... pour doute. Sur les réseaux sociaux... Non, c'est bon, l'affaire est close. Non, on nous dit que on nous dit que des services de répression de la drogue... Non, ça c'est de la diversion. C'est de la diversion parce qu'on a vu l'arrêt et c'est bien écrit que le monsieur est relâché au bénéfice du doute. Et mais maintenant, est-ce que jusqu'à présent, on a vu qui a mis la drogue dans les affaires de monsieur Sébastien? Parce que ça, l'affaire-là ne peut pas être comme ça effacée, comme une ardoise qu'un élève aurait écrit avec la clé. Il faut qu'on sache d'où est venue la drogue, puisqu'il y a eu de la drogue. La réalité, elle est là. Maintenant, qui a mis la drogue dans les affaires de M. Ajavon Sébastien? Selon les infos, cette drogue a été détruite. Selon nos infos, qui a été détruite. Oui, mais c'est trop facile qu'on nous dise aujourd'hui que on l'a relâché, l'affaire est un non-lieu. Un non-lieu, la drogue est où?
qui l'a déposé et comment est-ce que la drogue s'était retrouvée dans ces affaires. Ça, il faut que ça soit éclairci. C'est trop facile de raconter des choses Merci, comme ça. vas-y, Carlos Kitaou, va me donner un mot là-dessus. Oui, moi je continue de trouver bizarre que cette histoire ait une chute aussi facile pour une affaire de drogue où les instances internationales ou des services américains se battent pour qu'il y ait vérité et que un beau matin on retrouve de la drogue dans le conteneur d'un monsieur très influent et du jour au lendemain qu'on dise qu'il y ait non-lieu. Je ne pense pas qu'on Ils n'ont pas dit lieu, il a été relaté. Je ne sais pas si qu'on ait prononcé vraiment une relance pure et simple. Ou bien la procédure devrait continuer. En tout cas, véritablement. je reprends le mot du juge, l'autre qui a fait le nom là, le juge Roussou, c'est son nom, Jacques Roussou, il a dit, le monsieur est relâché au bénéfice du doute. Voilà, il est relâché au bénéfice du doute. Maintenant, quand nous avons suivi les images de l'ouverture du conteneur, nous avons été tous surpris parce que c'était un peu trop gros qu'on ouvre le conteneur, quand monsieur se dit que voilà, ça c'est différent des autres produits, ça c'est la drogue, ça c'est la drogue. Ça, c'est de deux, on n'a pas eu l'occasion de constater vraiment que c'est de la drogue. Qu'on dise que bon, le produit, le corps du délit a été incinéré, qu'on a fait disparaître le corps du délit avant même que la personne ne soit auditionnée, ça aussi c'est un problème. Et puis on dit qu'il y a relance. Montage politique ou bien arrangement politique ou continuité de la situation. Pour l'instant, moi je continue de chercher à savoir la suite de cet événement, même si c'est un montage. S'il s'agit vraiment de la drogue, l'État béninois a le droit de situer la responsabilité de ceux qui ont commis cet acte et à qui profitait ce crime. Maître Sébastien Agyamon, il n'est pas n'importe qui. Et puis, vous savez, son arrestation a suscité des manifestations très dures au niveau du Bénin. Et puis, j'ai suivi des émissions sur les télévisions béninoises où on disait d'ailleurs que il y a un article qui date de 1961 qui dispose que pour arrêter une personne influente qui puisse susciter des troubles dans le pays, il faut prendre des précautions pour que le pays ne s'embrasse pas. Et c'est vrai, si on continue dans cette logique d'arrestation, d'emprisonnement de Sébastien Agyamon, je suis sûr que le Bénin devait s'embraser. Et vendredi, on a vu comment le Bénin, Cotonou était agité le vendredi devant le palais de justice, dans le mono où vous savez, c'est un multimilliardaire. Combien il faut le Bénin est frontalier au Nigeria? Il suffit de mettre 2 milliards, 3 milliards dans la cagnotte pour déclencher une situation qu'on ne peut pas gérer au Bénin. Donc on a su gérer la situation au mieux, mais on tire chapeau peut-être à la justice béninoise parce que, quelles que soient les ingérences étrangères, on a parlé de FBI, on a parlé de DEA, on a parlé mais tout ça c'est sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, j'avoue que moi je prends pas les informations au sérieux, et ça veut les passer, je prends les informations sur les réseaux sociaux. Mais dans tous les cas, quand il y a une affaire de drogue, c'est devenu maintenant international. Quand on dit qu'on saisit, ce n'est pas un gramme de drogue, ce n'est pas 18 kg de cocaïne. 18 kg de drogue, je ne pense pas que les États-Unis avec la DEA puissent rester dans leur petit coin pour dire que c'est une affaire béninoise. Non, sûrement qu'il y a une certaine traçabilité depuis le Brésil jusqu'au Bénin avant qu'on ne puisse s'en apercevoir. Donc moi je ne crois pas qu'on puisse raser purement et simplement cette affaire. Et nous, en tant que journalistes, on va continuer nos investigations, on va interroger toutes les parties, l'État béninois, la personne concernée, la justice, la police, la gendarmerie, le port, pour en savoir beaucoup plus sur la suite réservée à cette affaire. Alors, sinon, il serait trop tôt de crier voilà, bravo à Sébastien Agyamon, il est innocent. En tout cas, pour les partisans de Sébastien Agyamon, on a vu les photos qui ont circulé. Faux Séba, blanc comme neige. C'est le message qui est circulé partout. Et dans l'opinion publique, au niveau du Bénin, les gens sont très remontés contre le président Talon. Parce que pour le Béninois lambda, c'est le président Talon qui serait derrière. Bon, on va suivre cette affaire de très près. Alors, quelle est cette leçon que la justice pourrait tirer de l'affaire Agyamon? On a vu les juges qui ont tranché l'affaire de façon indépendante, sans suivi de pression. Alors, quelles leçons tirer pour le Togo? Mais Junior, est-ce que tu crois que cette affaire a été tirée sans pression? Moi, je ne veux pas croire. Peut-être qu'il y a une main quelque part qui a dit bon, faites tout pour que on arrête cette histoire-là parce que le Bénin commence par être sous la lumière de l'opinion internationale, et donc arrêtez ça. Parce que c'est ce que nous sommes en train de dire. L'affaire là ne peut pas être close comme ça.
il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque part, on a vu des drogues. Et ce n'est pas 2 grammes de drogue. Alors, qui a mis la drogue là-bas? Et on peut même aller loin. Qui a demandé que l'affaire s'arrête? Alors, moi, le juge a décidé, hein, c'est en âme et conscience, en vous disant pensez que en âme et conscience, insuffisant de preuves et aussi au bénéfice du doute. moi je ne veux pas le croire, je me dis qu'il y a encore une main quelque part qui a dit arrêtez-moi ça. Et les gens se sont même posé la question un peu cynique de se dire mais est-ce que ce n'est pas parce que on veut positionner Sébastien pour les élections à venir comme l'autre Yahi l'avait fait de façon malheureuse en criant un peu trop sur talon qui aujourd'hui est devenu président. Voilà, c'est ça. Et puis il y a une coïncidence. Dans cette affaire, il y a une coïncidence. Patrice Talon avait été accusé par Jair Bolsonaro le 28 octobre. C'était le 28 octobre, je crois, 2012, de vouloir l'empoisonner. Et c'est le 28 octobre 2016 que les gens ont arrêté aussi Sébastien Germain Aïkou à Javon. Alors, la leçon à tirer pour nous au niveau de la justice. Bon, la leçon à tirer, c'est que je salue la culture du consensus qui est que le Bénin cultive depuis très longtemps, depuis même l'histoire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin, à un moment donné, a été dirigé par 3 présidents, où on appelait le fameux triumvirat, où sur certaines questions, on consultait les 3 présidents, chacun décidait et chacun posait son veto afin qu'on puisse tirer au clair les choses. Le Bénin a aussi cette culture patriotique, à pouvoir protéger son intimité pour que les gens ne parlent pas mal ou bien qu'ils n'aient pas une mauvaise image à l'extérieur. Contrairement au Togo. Au Togo, on s'en foutait que la personne soit influente ou pas, mais on la fout en prison et les services de renseignement s'engagent dans la torture. On l'humilie. La justice même prend parti et puis fait du zèle. Et il n'y a pas une certaine indépendance, une certaine autonomie, ce qui crée des dommages sur le pays, sur toute la nation. Cela démontre en sorte que même quand vous voyagez, vous allez à l'étranger, on vous dit que vous êtes togolais, mais on commence par vous poser certaines questions qui vous permettent de vous mettre à l'aise. Donc moi je salue cette culture de consensus, cette culture béninoise à gérer les situations au sein, à laver, comme on le dit, le linge sale en famille, et ils font parfois même recours à des personnalités importantes de l'histoire comme Albert Théouré, comme les anciens présidents, pour venir mettre de leur contribution pour sauver des situations pour l'intérêt national. Mais au Togo, malheureusement, on n'aime pas notre pays. Vous savez, il y a des fois où quand il y a un clash du pays à l'étranger, on dit que voilà, un ministre togolais est arrêté pour trafic de drogue dans un pays étranger, mais c'est la joie dans le pays, chez certaines personnes, parce qu'on dit voilà, c'est bien fait pour eux. Mais au Bénin, vous voyez comment les gens se sont mobilisés autour de Sébastien. Même les Sénégalais ont menacé de la société civile, même une partie de l'armée, une partie des officiers, ils disent que non, il ne faut pas salir, il ne faut pas tenir l'image du Bénin à l'étranger. Donc je salue cela, il faudrait que nous sommes des peuples frères, il faudrait qu'on fasse l'effort qu'à notre niveau, qu'on essaie d'assurer une certaine indépendance au niveau de la justice, que les juges et les magistrats soient moins zélés et moins inféodés au pouvoir politique, et que le consensus prédomine en matière politique, en matière économique, pour qu'on puisse protéger merci Carlos. Qui a besoin d'être immergé. Direction États-Unis, les Américains vont choisir leur nouveau président demain mardi, donc c'est l'élection présidentielle aux États-Unis. 2 candidats, une femme qui représente les démocrates et aussi un homme Donald Trump qui représente les républicains. Et cette année, selon nos confrères des médias internationaux, l'élection est un peu indécise parce que jusqu'à 2 semaines du scrutin, c'était Mme Hillary Clinton qui était en tête, largement en tête, mais il s'est fait qu'il y a eu une affaire de messages de FBI et qui a joué contre elle au point de rapprocher le sondage le rapproche avec M. Trump plutôt. Alors, hier, il s'est fait que le FBI s'est dit, non, écoutez, il n'y a aucun problème. Et on ne sait pas comment ça va se passer demain. Basile Dagbo, qui de Trump, de Hillary Clinton, passera demain? Merci, Junior. Moi, je me dis depuis que les Américains avaient été préparés selon certaines choses que nous avons vues bien avant donc ces élections, les Américains avaient été déjà préparés pour l'élection
d'un président, une femme. Parce qu'il y a beaucoup... D'abord pour un président noir. Voilà, un président noir, justement, et voilà. ensuite pour un président, une femme qui sera président. Les esprits avaient été préparés. Et au départ, nous, on se disait dans nos analyses que sûrement c'est Mme Clinton qui va l'emporter. Mais vu le développement dont vous êtes en train de parler tout à l'heure, et vu tout ce qu'il y a eu comme contour, on craint. Mais je me dis que quand les Américains préparent un terrain, c'est pour un message aux yeux de l'opinion internationale. Et donc, ce message nécessairement va passer. Mme Clinton risque donc d'être présidente des États-Unis dans les jours à venir. Carlos, vous suivez la campagne aux États-Unis, vous voyez comment ça se passe, des attaques, des effets qui sortent, mais bon, tout se passe dans la joie, dans la paix. Alors, commentaires, analyses, réactions? Oui, par 2 fois, pour les 2 mandats de Barack Obama, j'ai eu l'occasion de suivre la campagne aux États-Unis pour l'élection présidentielle. Et je pense que pour cette fois-ci, c'est la campagne la plus bouillante, même la plus scandaleuse, parce qu'il y a des choses qui sont sorties, qui ne devraient pas sortir. Il y a un monsieur qui est sorti de nulle part, qui un richissime homme d'affaires, un milliardaire, qui donne dans le clownerie, comme on le dit, il se présente comme un clown, comme un comédien, mais qui provoque de l'adhésion autour de sa cause. De la sympathie. C'est ça les États-Unis. Et quand je vois les derniers sondages qui datent d'hier seulement, où on voit que c'est très étriqué, on voit Hillary Clinton à 48% et puis l'autre à 46%, Trump à 46%, c'est qu'on risque fort de se voir surpris par la situation au lendemain de l'élection, c'est-à-dire à partir de demain. On risque très fort. Pourquoi? Parce que les dénonciations et les scandales sur les mails d'Hillary Clinton quand elle était secrétaire d'État, sortis par le FBI, ce n'était pas gratuit. C'est quand même Barack Obama qui est au pouvoir. Le FBI devrait rouler. Bon, logiquement, quoi qu'on dise, pour Barack Obama. Et Barack Obama étant un soutien de Clinton, et que le FBI vienne outrepasser cela pour sortir ces dossiers scandales de Hillary Clinton qu'on vient peut-être classer, n'est pas rien. Mais c'est ça l'indépendance des institutions aux États-Unis. Les États-Unis constituent de plus en plus un laboratoire en matière démocratique, en matière politique. Ils ont tout expérimenté. Ils ont expérimenté un président noir dans un contexte où il y avait eu tout ça, des blancs, des noirs qui se battaient. Ils sont en train de faire aujourd'hui l'expérience d'une présidente Hillary Clinton. Mais ça ne va pas être facile. Et je me rappelle de cette image de ce monsieur, un mendiant, qui met sur sa plaque, donnez-moi $1 pour m'habiller, sinon je vais voter Trump. C'est-à-dire qu'il menace tous ceux qui pensent que si vous ne me donnez pas le dollar là, je risque de voter Donald Trump pour qu'il remporte les élections. Donc, jusqu'à cette heure, moi je ne pense pas que les dés, sont pipés, où on peut avoir l'assurance que telle personne ou telle personne devrait passer. Le problème, c'est que quand on va dans certains États, dans l'Ohio, dans le Hampshire, on constate une certaine montée de Donald Trump. Et puis, au niveau des grands électeurs également, Donald Trump est en bonne position, en très bonne position. Et c'est très dangereux pour l'élection à venir. Bon, dangereux parce que nous tous, même nous Africains, nous disons que le jour où Donald Trump sera président des États-Unis, on aura peu de chances de se mettre à l'aise aux États-Unis. Donc tout cela, ça fait que de l'étranger, les gens n'ont pas une certaine sympathie pour Donald Trump et préfère Hillary Clinton, qui d'abord est une femme, parce que quand on est femme, on bénéficie. Et qui a une bonne expérience politique, parce que secrétaire d'État, première dame. On l'a vu rentrer dans le débat, mais pas tomber le maîtrise de l'Afrique, peut-être les pays qui ne maîtrisent pas, il va dire bon, on les oublie. Ils passent tout son temps à s'attaquer au Mexique, son voisin mexicain. On voit que les Mexicains d'origine qui sont aux États-Unis votent aussi, les Afro américains votent, tout ce monde-là. Mais le truc c'est qu'avant demain, il s'est fait que 40% des Américains ont déjà voté. Les gens votent avant. Alors, avec l'affaire FBI, ça n'a pas à jouer sur la probable victoire de Hillary Clinton. Oui, le risque est grand. Le risque est grand que ces affaires-là qui ont surgi pas du néant, parce que c'est toujours préparé de quelque part, ça risque un peu d'influencer l'électorat
ça risque d'influencer. Mais ça, j'oublie aussi que Trump aussi a des affaires, puisque quelqu'un dit qu'il lui, il agresse verbalement les femmes, tout ça là. Donc, voilà. C'est vraiment une campagne à scandale. Oui. On va suivre ça de très près. Demain, c'est le vote. Et mais si on parle de risque, on risque de nous taxer d'être pro Hillary Clinton et tout ça. Non, du tout. Il faudrait que la démocratie triomphe. Et je pense que les États-Unis ne constituent pas des États où c'est celui qui est au pouvoir, c'est lui qui dirige, c'est lui qui prend les décisions. Il y a tout un système. Barack Obama, quand il est arrivé, les Africains commençaient par jubiler pour dire qu'enfin l'Afrique sera sauvée. Mais ça n'a pas été le cas. Il y a une administration, il y a un fonctionnement qui est. Il y a le Sénat, le Congrès. Ça, là, donc les choses ne sont pas aussi faciles. Donc Donald Trump peut y arriver, mais tout ce qu'il a proclamé comme voilà, mesures Mexique et les Africains, tout ça là, je suis sûr qu'il ne pourra pas atteindre. Barack Obama, il a promis 6 mois pour fermer Guantanamo, mais aujourd'hui, il y a encore des prisonniers qui sont au Guantanamo. Donc rien n'a encore joué. On attend de voir que ce soit Hillary Clinton ou bien Donald Trump, la politique américaine restera plus ou moins stable. Merci, chers confrères, mesdames, messieurs. Nous allons faire une pause derrière la pause publicitaire. Notre invité, Gérald Akoumé, il est le porte-parole du parti Les Démocrates. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité Gérald Akoumé, le porte-parole du Parti des Démocrates. Bonjour, M. Akoumé. Bonjour. Alors, votre parti est créé, ça fait bientôt 2 ans. On voit sur le terrain des meetings, ici par là. Mais généralement, on voit que vous êtes plus basé dans la ville et à la limite dans la région maritime. Alors, comment l'explique-t-on? Je profite d'abord de l'occasion pour vous féliciter, vous encourager pour l'émission qui est très bien suivie. Et féliciter aussi la corporation des journalistes qui fait du beau boulot malgré les moyens très très limités. Et un clin d'œil aussi à notre ami Kani, Loco, qui était journaliste à Radio Bon Papa. Donc juste pour dire que les persécutions des journalistes doivent cesser au Togo, il faut plutôt les encourager à faire du bon travail et aller de l'avant. Donc pour revenir à votre question, je dirais que notre parti est créé il y a cela 1 an. Donc on va célébrer la première bougie en décembre. Et nous ne sommes pas que basés dans la préfecture de la ville ou dans la région maritime. Vous devez vous remémorer que nous avons fait une tournée et nous étions jusqu'à Dapao. Donc ensemble, le parti se porte très bien et on est sur toute l'éternité. Oui, monsieur Akoumé, quand j'entends les démocrates, je sais que vous avez créé un parti, je suis un peu perplexe parce que je me rappelle de certaines phrases de votre leader, M. Nicodème Abia, dans les radios, où à l'époque il était à l'UFC, il a dit M. Fonia Singbe est beau, il est jeune, il a de l'argent, pourquoi ne pas le laisser gouverner pendant longtemps? Pourquoi le déranger? Ça, c'est une phrase de Nicodème Abia dont nous avons encore des bandes. Et puis ensuite, nous avons constaté qu'à un moment donné, au niveau de l'UFC, il s'est agité pour être ministre, mais on l'a rejeté pour incompétence. Et aujourd'hui, subitement, il crée un parti pour donner dans l'agitation. Vous ne pensez pas que c'est une frustration qui vous oblige à créer un parti que vous dirigez aujourd'hui? Est-ce que ce parti a des chances de pouvoir convaincre? De toute manière, l'avenir nous édifiera. Ce que je veux vous dire, c'est que Nicodème Rabia, le président Nicodème Rabia n'est pas le seul à créer ce parti politique. Mais c'est lui le président, c'est lui qui incarne le parti. Un parti politique, c'est tout un ensemble, donc on ne peut pas prendre en considération ce qu'il a fait ici ou là, et dans certains contextes bien définis. Donc il faudrait qu'on se retrouve dans ces contextes-là pour voir si réellement il pouvait, n'est-ce pas, avoir ses propos ou pas. Donc c'est le passé. Nous tournons vers l'avenir. Alors maintenant, vous vous sentez plus proche du camp 2015 ou bien proche du pouvoir ou bien vous êtes centriste? Nous sommes dans l'opposition. L'opposition elle est plurielle aujourd'hui. Il y a une opposition participative. Elle est plurielle certes, mais il faudrait que nous connaissions au jour d'aujourd'hui qu'un travail de fond se fait. L'opposition
reconnaît quand même que dans un passé récent, elle a eu à commettre des erreurs. Un travail de fond se fait pour pouvoir rebondir et quand même faire passer une bonne image. Vous n'avez pas rebondir à ma question. Que Vous vous sentez plus proche du CAP 2015, proche des centristes, proche du pouvoir? Nous sommes de l'opposition. Et l'opposition, si Dieu le veut, bientôt parlera d'une seule et unique voix. Qui aspire à l'alternance? Est-ce que... Certes, nous travaillons... Parce qu'une opposition, c'est quand même... Nous travaillons pour l'alternance. Je crois savoir que nous ne sommes pas, comment on dit, appelés à aller dévoiler nos stratégies sur la place publique. Non, mais je peux vous dire que l'opposition au jour d'aujourd'hui est en tête de travail efficacement. Oui. Monsieur Koumé, l'UFC est aussi de l'opposition, mais l'UFC a un ministre du gouvernement, l'UFC soutient l'action gouvernementale, mais c'est le cap de l'opposition. Alors, vous êtes ce genre d'opposition, vous aussi? La compréhension que nous avons de l'opposition, ce n'est pas participer à l'action gouvernementale. Quand on se dit opposant, n'est-ce pas, on est là à observer ce que le pouvoir fait, à apporter, n'est-ce pas, des contributions, à critiquer ce qui ne va pas, et pour que le pays puisse marcher très bien. Oui, c'est si vous avez la chance. là que nous nous retrouvons. Si on voit le Parti des démocrates, on peut donc vous aligner parmi les 106 partis politiques qui existent aujourd'hui sur le territoire togolais. Quelle est la particularité du Parti des démocrates? Qu'est-ce que vous proposez de particulier et qui est différent des 105 partis qui vous entourent? Vous devez le reconnaître, hein, au lancement de notre parti politique, on s'est dit que nous n'avons pas tout de suite de vision électoraliste. Parce que nous avons constaté, n'est-ce pas, certains couacs au niveau de l'opposition. Nous voulons apporter notre touche. Et le Parti des démocrates se retrouve être le seul qui va rentrer dans la sauce pour que l'opposition togolaise puisse prendre et puisse poser des actes concrets. Donc, pour vous me résumer, je dirais que le Parti des démocrates est un parti d'opposition. C'est un parti qui, n'est-ce pas, est plus proche des populations, échange avec les populations afin que les dons changent. Nous avons de très bonnes relations avec quelques opposants que ce soit, si la personne est de l'opposition vraie, puisque vous parlez de priorité de l'opposition, on vous le conçoit et c'est comme ça. C'est quoi l'opposition vraie? L'opposition qui lutte réellement pour l'alternance au Togo. Il y a une fausse opposition sur le Togo Togo qui ne lutte pas, voilà, c'est vous qui le dites, moi je n'ai fait que... Mais vous avez dit l'opposition vraie, c'est vous qui avez avez fait que reprendre le mot que vous dites, vous parlez de l'opposition plurielle. Oui, donc il y a la pluralité, donc il doit y avoir une vraie et une fausse. Dites-nous, quelles sont du moins les 3 grandes priorités de vos actions, de votre vision? Si un jour vous arrivez de prendre le pouvoir, quels sont les 3 grands problèmes que vous allez résoudre pour le Togo? Pour qu'un pays aille très bien, d'abord il faut voir l'éducation, après il faut voir le côté santé et nous parlons aussi de la sécurité. Donc c'est nos 3 priorités au niveau du parti. Et en matière d'éducation, qu'est-ce que vous proposez par exemple? D'abord il faudrait refondre quand même le système éducatif au Togo, parce que ce qu'il y a maintenant ne permet pas qu'on ait quand même des gens bien formés. L'État, ou du moins le régime en place, ne pense pas à la relève de demain, ce que nous dénoncions tantôt dans un communiqué la semaine dernière. Donc j'ai redéfini carrément un nouveau système éducatif pour que les gens puissent être bien formés. Que reprochez-vous au système éducatif existant? Au jour d'aujourd'hui, ne serait-ce que prendre un petit exemple, on nous parle de la gratuité de l'école primaire. Qu'est-ce qu'il y a de gratuit dedans? L'écolage est gratuit. L'écolage est gratuit. Ouais. La gratuité englobe tout. Je vous connais sur ce terrain, je sais que vous fréquentez beaucoup les enseignants et vous ne me démentirez pas. Donc, je pense savoir que le pouvoir en place ne prend pas en compte le système éducatif au Togo. Il faut voir aussi ce qu'on fout comme le bordel dans ces histoires d'LMD au niveau de nos universités. Donc on doit... C'est du bordel, mais c'est quand même un système universel. Non, c'est un système universel. Si vous avez les moyens, vous l'appliquez. Au jour d'aujourd'hui, même des enseignants qui sont dans nos universités ne maîtrisent même pas le système LMD. Je crois savoir qu'il faudrait mettre bas la terre, savoir ce qui est propre à nos réalités, ce qui peut permettre à ce que les gens puissent être bien formés. On dit souvent le développement c'est endogène, il ne faut pas chercher à copier bêtement les choses et venir l'appliquer. Tout à l'heure, la question vous a été posée par Carlos de savoir quelles sont les grandes priorités. Si un jour vous avez la possibilité d'accéder au pouvoir, quelles sont les priorités, vos premières 3 priorités pour que le Togo puisse redémarrer sous la conduite du Parti des démocrates? Je crois avoir répondu à cette question. Vous savez,
la première des choses, nous appelons quand même à la bonne gouvernance. Pour la simple raison que les ressources dont dispose le Togo peuvent permettre que le pays puisse marcher très bien, mais c'est la mauvaise gestion qui fait ça que nous ne nous en sortons pas. Mais ce qu'il y a pour préparer une bonne nation, il faut d'abord s'établir sur l'éducation. C'est ce que nous disons. Et quelqu'un qui n'est pas en bonne santé ne peut jamais produire de bons résultats. Il y a le système de santé au Togo qui est laissé à l'abandon. Nos hôpitaux sont devenus des mouroirs. Donc il faudrait voir ce côté-là. Et en somme, il faut la sécurité. Il faudrait que les gens aient l'inquiétude pour pouvoir vaquer à leurs occupations et pouvoir évoluer. Il faut voir si le traitement qui se fait au jour d'aujourd'hui pour nos forces de défense et de sécurité, ce ne serait pas ça avec ce qu'ils font comme sacrifice. Il faut, n'est-ce pas, voir ces trois corporations, les enseignants, les médecins et, n'est-ce pas, les gens des forces de sécurité. Donc, oui, monsieur, si on décide aujourd'hui de former un gouvernement d'union nationale pour redresser le pays, on sollicite 5 cadres du Parti des démocrates. Qui vous pouvez citer? C'est pour savoir si vous avez des ressources humaines compétentes. De toutes les manières, on sait que vous êtes là, on sait que Nicodème Rabia est là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi valables pour répondre à un gouvernement? Il y a plein de gens qui sont militants du Parti des démocrates. Si vous voulez avoir des informations sur le Parti des démocrates, notre siège est grandement ouvert, vous pouvez venir, on ne pas sur un plateau qu'on ira débattre des mais c'est l'occasion quand même de le Parti des démocrates ne s'engagerait jamais dans une histoire de gouvernement d'union nationale. Mais il paraît que c'est parce qu'on n'a pas associé M. Rabia au gouvernement qui est devenu aigri et c'est retiré pour créer le parti. Alors si on dit on vous a la place de le refuser? C'est des histoires. Mais pour la seule raison qu'au niveau même du parti, les démocrates, nous n'avons pas de candidat naturel. Nos tests prévoient quand même de faire des primaires pour dégager un candidat. En 2020, si à la présidentielle de 2020, donc si les démocrates veulent se présenter, donc c'est pas évident que M. Rabia soit le candidat, c'est ça? C'est pas évident que M. Rabia soit le candidat, et puis d'ailleurs, nous ne sommes pas encore dans cette posture. Et puis, est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que ou bien vous allez en politique pour avoir les moyens? C'est-à-dire que, bon, le commerce politique, comme les gens font. Ou bien vous avez déjà les moyens pour... Comme on le dit tantôt, c'est les Ivoiriens qui le disent très bien. On se connaît en détail. On sait qui peut faire quoi. Regardez bien mon regard. Est-ce que nous nous retrouvons dans cette posture? Nous n'allons pas à la politique pour faire de l'argent. Il faut revisiter. Je suis sûr de ce que je dis. Donc, comme je l'ai tantôt dit, c'est l'avenir qui nous est différent. On saura qui a fait quoi et qui était capable de faire quoi. En tant que cadre d'un parti politique aussi important que les démocrates, vous pouvez nous dire un peu le prix du litre du carburant de l'essence aujourd'hui? Le prix du litre du carburant, vous voulez toujours me poser des questions pièges pour voir si je maîtrise les calculs. Nous ne sommes pas quand même comment on dit, à la veille ou bien au lendemain. Oui, mais quand même, il faut connaître les réalités. Situation du prix d'essence et autres. Oui. Et pour la petite histoire, vous pourrez aussi savoir que je peux utiliser une voiture ou pas. Donc, cette question-là, il faut laisser. Alors, on va évoluer, si vous permettez. Aujourd'hui, l'actualité, on a fini le sommet de sécurité par active. Et bon, aujourd'hui, on sent une certaine morosité au niveau de la classe politique, personne ne dit rien. Parce qu'avant le sommet, il y avait la question des réformes, il y avait la théorie du H-Coin, boycotté par certains partis. Et aujourd'hui, nous sommes là, le sommet est fini, on est là. Il n'y a rien, alors que dans moins de 2 ans, c'est les législatives qui s'annoncent. Le gouvernement nomme encore d'autres présidents de délégations spéciales, les locales, personne n'en parle. Alors que faites-vous au niveau des démocrates quand vous allez sur le terrain? Que dites-vous à vos militants? De toute manière, les démocrates ont entrepris depuis juillet de rencontrer la population, échanger avec elle et qu'elle-même prenne l'initiative de proposer ce que le politique doit faire comme action politique afin de satisfaire à leurs besoins. Je peux vous dire que je l'ai d'ailleurs dit tantôt que l'opposition est en train de travailler. Attendons un tout petit peu voir les résultats de ce que nous avons quand même concocté dans nos laboratoires, comme ça se dit souvent, que c'est dans des laboratoires qu'on concocte des choses. Les élections arrivent bientôt, certes, et il faudrait que nous essayions rapidement de voir dans quelles conditions ces élections seront, n'est-ce pas, organisées. Mais
tout ce que moi je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, que le pouvoir en place comprenne une fois pour de bon qu'il ne va plus dicter la manière de faire sur la scène politique. Et s'il dicte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Vous verrez, nous serons plus réactionnaires. Nous travaillons, je vous ai dit tantôt que nous avons, n'est-ce pas, tiré les leçons de nos erreurs passées. On ne va plus attendre qu'on nous gifle avant de réagir. Avant la dernière présidentielle 2015, on a vu votre président, enfin, à l'époque le parti n'hésitait pas, on a vu Rabia Nicodème qui allait dans les quartiers reculés pour doper les jeunes à se révolutionner à la limite, parce que là on a vu sur YouTube des propos belliqueux qu'il tenait. Est-ce que maintenant ça a changé? Vous êtes devenu plus pacifiste au niveau du Parti démocrate? J'aurais une question d'être pacifiste. Je parlais tantôt des contextes. Si le contexte s'y prête, vous aurez des réactions qui vont cadrer avec cela. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose d'alarmant pour qu'on incite les gens à faire ci ou à faire ça. Mais ce que nous devons reconnaître et nous devons mettre dans notre conscience au jour d'aujourd'hui, c'est que chez nous, au Parti Les Démocrates, nous nous disons qu'il serait plus acceptable qu'on organise encore des élections dans ce pays, dans des conditions qu'on connaît. Donc essayons un temps soit peu de réfléchir à la manière quand même d'améliorer ces conditions et le reste Et que faites-vous pour améliorer les conditions de reste de l'élection? Je disais tantôt que nous travaillons bientôt vous verrez non, mais vous travaillez, mais c'est trop facile de dire qu'on nous c'est pas pour que les élections soient comme vous voulez. C'est pas une question de dire que c'est trop facile ou c'est difficile. Le jour où nous démarrons, n'est-ce pas, certaines activités, vous comprendrez que c'est pour cela que nous le faisons. Si aujourd'hui, on se débat sur la place publique, les stratégies que nous avons, qu'est-ce que nous aurons encore derrière comme résultat? Mais pourvu que vous soyez stable, parce que après l'UFC, oui, voilà, justement, j'en viens. Après l'UFC, on vous a vu rôder. D'abord, vous êtes révolté, frustré, et vous avez fait des déclarations tapageuses. Après, on vous a vu rôder autour du parti des Togolais, d'Alberto Olympio. J'espère que je ne crois pas qu'on vous ait accepté là-bas, et c'est pourquoi vous êtes revenu pour créer le parti Les Démocrates. Est-ce que vous êtes stable? Si demain il y a une opportunité, un grand homme qui arrive avec beaucoup de moyens, vous ne risquez pas de vous rallier et puis abandonner vos militants? La politique, c'est une question de moyens? Je ne crois pas. De toute manière, moi, je ne me retrouve pas dans ce que vous dites. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai été au parti Les Togolais pour faire ça. Non, votre président, il a approché. Je vous ai tantôt dit que notre président n'est pas le seul à créer le parti politique. Il ne faudrait pas rester dans la posture où des gens se disent je suis maître, comment on dit, à bord, que c'est moi qui... Mais on a vu dans ce pays, on communiqué, le président fondateur, on a vu ça. Au Parti des démocrates, il n'y a pas de président fondateur. Donc tout le monde fait ce qu'il veut, c'est le temps que tout le monde fait ce qu'il veut, c'est que nous sommes un parti politique et la vie de tout le monde compte. Alors on va évoluer, si vous permettez. Que dites-vous, l'action des réformes, que faites-vous à votre niveau pour qu'il y ait des réformes, qu'on ait les deux tours, et qu'on a l'unité de mandat au niveau du Parti démocrate? On revient toujours à la question. Bon, je vais aller tout de suite. Oui, bon, on veut des réponses concrètes. Les réponses concrètes, vous les aurez d'ici la fin de ce mois de novembre. Le Parti Les Démocrates sortira un document dans lequel vous réclamons, n'est-ce pas, la réforme du fichier électoral, comment on dit, la reprise des découpages électoraux, et le reste, on verra. Les conditions minimales pour pouvoir quand même avoir des élections. Moi, je voudrais que vous nous fassiez une analyse de la pléthore de partis politiques. Est-ce que vous pensez que la pléthore de partis politiques au Togo est un avantage pour l'évolution de la démocratie, ou bien c'est un frein pour une évolution de la démocratie? Parce qu'à chaque fois, certains font cette analyse que le fait qu'il y a trop de partis politiques fait parfois même qu'on dit qu'il n'y a pas l'opposition, mais il y a des oppositions qui s'opposent entre elles. Est-ce que vous pensez que la multiplicité des partis qui peuplent aujourd'hui l'opposition est une bonne chose pour l'avancée de la démocratie au Togo? De ce côté, moi, je vous le concède tout de go. C'est que quand, comme on dit, les interlocuteurs sont pluriels, il est bien vrai que les préoccupations aussi seraient plurielles et, n'est-ce pas, celui qui se autour de vous se dira qu'est-ce que je vais choisir. Donc la raison pour laquelle je vous ai dit tantôt que l'opposition y travaille et on verra ce que ça donne bientôt pour essayer quand même de parler d'une seule et unique voix. Vous y travaillez pour essayer de faire des fusions des partis politiques, ou bien vous y travaillez pour que les gens aient des visions qui se rapprochent, mais ce n'est pas une question de vision. Il faut reconnaître une chose au jour d'aujourd'hui. Si d'aucuns aiment vraiment le Togo et veulent que ce pays évolue,
La première des choses que nous devons faire, c'est, n'est-ce pas, prendre seulement le Togo en entier et travailler pour ce pays-là. Et cela va passer par quoi? C'est vraiment prendre des thématiques et travailler sur ces thématiques au lieu de voir des personnes, des personnalités par-ci par-là qui, de gauche à droite, cherchent des intérêts inavoués. Donc je crois savoir qu'on ira quand même sur ce terrain-là et ça, c'est le Togo qui sortirait bien. Vous êtes un parti politique. Quelle analyse faites-vous de la situation aujourd'hui au CAR où ce parti-là se divise complètement et que le président Apevon revenait hier pour se faire bien accueillir par certains militants? Quelle analyse faites-vous en tant que chef d'un parti politique de l'opposition? De toute manière, ce qui arrive au CAR, jadis c'est un grand parti politique au Togo, ne peut jamais nous réjouir. Mais je peux vous dire que quand arrive un moment où on ne se comprend plus, il ne faudrait pas chercher toujours à colmater les brèches. C'est malheureux, mais Aboibo peut-être a aussi, n'est-ce pas, comment on dit, ses soutiens, de même que Apevon. Donc laissons le temps jouer, on verra ce que ça donne. C'est malheureux, c'est malheureux. Pour vous, des fois la rupture fait du bien. La séparation fait du bien des fois, c'est ce que vous voulez dire? Certes, la séparation fait du bien des fois pour éviter certains petits problèmes, des clivages par ici, par là. Si vous ne pouvez plus vous entendre, il ne faut pas forcer le destin. Mais l'union fait la force, la scission fait la force. Certes, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez être de pires ennemis et demain on vous retrouve quelque part très amis sous d'autres cieux autour d'une autre thématique. Et vous n'envisagez pas chez les démocrates les approcher pour essayer de les mettre ensemble? Je crois savoir que des démarches ont été faites en ce sens par certains aînés, d'autres partis politiques. Mais si on en vient à ce point, c'est malheureux, on ne peut que constater. Vous avez combien de militants aujourd'hui? Comment est-ce que... Aujourd'hui, vous avez combien de militants sous la même façon? Si vous voulez jauger notre popularité, attendez de voir les élections auxquelles nous participons. Oui, mais il faudrait vanter d'abord ce que vous avez. Nous informons pas. Vous donnez des chiffres. Voilà, aujourd'hui nous avons tel nombre de militants et quand nous lançons un appel, tous ces gens-là sont prêts à nous rejoindre. Vous ne m'avez pas entendu parler tout à l'heure que des erreurs du passé, on va plus les commettre. Quelles sont les erreurs du passé? Quand des gens s'égosillent que j'étais un nombre de militants au finish, qu'est-ce qu'on voit? Donc autant comprendre que le tigre ne crie pas cette écriture. Nous attendons voir un donc vous vous contentez de laver tout simplement et puis bon, c'est bon. Vous ne nous avez pas seulement vu dans la vie. Moi je vous l'ai dit, il y a des vidéos qui passent pour voir là où nous sommes passés, ce que nous avons fait. C'est justement ce que nous voulons savoir. Nous voulons que Comme je l'ai dit tantôt, les portes du parti, les démocrates sont grandement ouvertes. Si vous voulez en savoir plus, venez nous approcher. Alors si comment bien, dans moins de 2 ans, ce sera les législatives, est-ce que le Parti démocratique se prépare à y participer? Je l'ai dit tantôt que nous ne sommes pas encore dans cette posture de électoralité. Mais vous avez dit que c'est aux élections qu'on verra votre force là. Certes, nous allons pas à pas, étape par étape. Pour nous d'abord, c'est essayer d'avoir des conditions acceptables. Et bien sûr, si on les a, on participe aux élections. Et si vous les avez, nous sommes prêts tout de suite à si participer à quelle élection que ce soit, pourvu que les conditions qui l'entourent soient acceptables. Alors quand il n'y a pas ces conditions, vous allez boycotter? Non, non, pas les boycotter. Nous avions même sorti un petit dépliant qu'on a distribué. Ou bien vous allez vouloir les empêcher en 2015, vous allez vouloir... Le parti démocrate ne veut plus faire de la diversion. Nous avons quand même de nos moyens et le moment venu, nous agissons pour ce que nous avons dit. Il faudrait que les gens comprennent que si nous disons qu'on ne doit plus organiser des élections à n'importe quel prix au Togo, ça veut dire que si les conditions ne sont pas bonnes, les élections ne tiendront pas au Togo. Mais vous avez dit en 2015, M. Rabier avait crié le front chauffé, les gens disent on va empêcher les élections, mais on m'a donné, ils ont disparu. Nous ne sommes plus en 2015 et ce n'est pas mon ami Agbo qui me démentirait. Il y a même des lignes de la Constitution togolaise qui donnent le droit, n'est-ce pas, à quel citoyen que ce soit, d'user de tous les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, empêcher des usurpateurs. Ah, suffit de quel type de cas de la communion que tout le monde détaille, c'est fini.
je l'ai dit aussi, vous me faites me répéter à chaque fois. Tout à l'heure. On sait qui est. Mais quelle tendance politique vous inspire dans le monde? Les démocrates aux États-Unis, socialistes en France, ou quelle tendance politique, quelle idéologie internationale vous inspire chez vous, les démocrates? Vous êtes proche de quel parti? Les démocrates, comment on dit ça? Comme l'on le dit aussi. Donc vous appelez à voter pour Clinton, il a Certes. Non, une dernière question. Et tout à l'heure, Junior parlait des nominations de délégations spéciales. Et ça n'a pas suscité de réaction à votre niveau. Les délégations spéciales qu'on continue alors qu'on parle des élections locales et autres là. Ça n'a pas suscité de réaction à votre niveau. C'est un non-événement. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de travailler sur nous. Mais c'est en vigueur. Vous êtes d'accord là-dessus et puis bon. Je dis tantôt que c'est un non-événement. On ne laisse pas passer. Bientôt vous verrez, n'est-ce pas? Donc d'ici fin novembre, moi on va voir. Je voulais former d'ici fin novembre, vous verrez. Il faudrait que vous l'invitiez d'ici fin novembre. Bon, nous avons vu, on attend de voir parce qu'on a vu dans ce pays la guérilla politique en 98, on a vu plein de choses. On attend de voir, on observe de très près. Et monsieur Yacoubé Gérard, merci d'avoir accepté notre invitation. Et dernier, on fait un mot de fait si vous voulez. Juste vous remercier. Et comme je le dis tantôt, pour une touche particulière à cette émission, il faudrait que vous vous permettiez aussi à la jeune féminine, qui est très bien avec ses qualités au Togo dans la corporation, de pouvoir aussi venir agrémenter le plateau. Ah bon, chers consoeurs journalistes, Toc Toc, c'est votre plateau aussi. Et depuis le début de l'émission, nous cherchons des journalistes pour venir participer à l'émission. Nous n'en trouvons pas. C'est le numéro 97, bientôt le numéro 100. Toujours pas de femmes invitées journalistes. Le message est lancé, Gérald Koumer vous lance le défi. Mesdames, messieurs, contactez-moi, mesdames les journalistes plutôt, pour qu'on fasse une émission dans les jours à venir. Merci Basile Agbo du journal de Scorpio, à Kekele qui pique très mal. Merci à Carlos Quinto de l'Indépendance Express, mesdames, messieurs. Merci à vous tous, Toc Toc, numéro 97 de ce lundi 17 novembre. S'achève ainsi. Merci à nos amis de la diaspora qui nous suivent sur le www.lcftogo.com, qui nous suivent également grâce à la chaîne YouTube de Togo Vision et aussi sur FM Liberté Chicago, bien de choses, à notre ami Patrick Alevor.